Plattret, vous êtes également vice-président du Grand Chalon, en charge du tourisme. Le Grand Chalon qui a pour compétence également l'économie et l'emploi. Quelques petits mots peut-être par rapport à ce que vous repartirez dans la future équipe du Grand Chalon, de l'exécutif du Grand Chalon si vous étiez réélu. D'abord, je veux souligner le travail énorme qui a été fait par Sébastien Martin à la tête de l'agglomération. Parce que, voilà, si on se replace dans le contexte, il y a 6 ans, il y avait de la friture en ligne, comme on dit, entre la ville-centre et les autres communes. Là, un travail énorme a été fait. J'avais dit qu'il fallait que ça ne soit pas le maire de la ville-centre qui soit le président de l'agglomération, dans la mesure où ça pouvait créer des craintes, en disant ça va tout être fait pour Châlons seulement. Je pense qu'on arrive à la fin de ce mandat avec des communes, en plus le périmètre s'est élargi, hein, vous le savez, avec les communes de la vallée de la Dheune en particulier. On arrive à la fin de ce mandat avec des communes qui sont convaincues que l'agglomération a travaillé pour l'ensemble des communes et pas pour la seule ville-centre. Il y a eu des moments très importants, le vote du plan intercommunal d'urbanisme par exemple, qui aurait pu être des sujets de tension entre la ville-centre et les communes, ça a été voté par toutes les communes. Enfin, vraiment, il y a eu quelque chose d'énorme et Sébastien Martin a vraiment été à la manœuvre pour que ça se passe bien et que tout le monde comprenne que l'intercommunalité, ça devait profiter à toutes les communes membres. Donc ça, c'est le premier plan. Le deuxième point, moi j'ai été heureux, j'avais souhaité participer à l'exécutif de l'agglomération, parce que c'est important que le maire de la ville-centre soit quand même vraiment au cœur de l'agglomération. Il ne peut pas se désintéresser de ce qui s'y passe. Et le conseil communautaire, sur la proposition de Sébastien Martin, m'avait confié le tourisme. Ouais, c'est un enjeu énorme, parce que l'économie, vous avez rappelé que l'agglo était responsable de l'économie. Le tourisme, c'est de l'économie à l'état pur. Alors c'est la fierté de vendre notre territoire et de l'embellir. Quand on fait le cloître, quand on refait les quais, quand on accompagne des projets de développement touristique d'acteurs publics et privés également, dans toutes les communes membres, eh bien forcément, on est fier de ce territoire et on veut le montrer, j'allais dire, au reste du monde. Mais c'est aussi de l'économie. Hein, ça fait travailler des partenaires, chambres d'hôtes, hôteliers, restaurateurs, cafetiers, commerçants au sens large du terme. Et ça permet de développer aussi une ville. Après, il y a des enjeux très très forts. Je pense en particulier à Sonéor, qui sont des enjeux, j'allais dire, qui sont plus facilement répertoriés comme économie. On ne pense pas que le tourisme, c'est souvent de l'économie, mais ça en est, ça je peux en garantir. Et Sonéor, c'est un enjeu énorme. On a une réserve foncière extraordinaire. Un raccordement, on l'a déjà désenclavé en construisant cette desserte qui a été un dossier très long, mais qui a abouti à la faveur de plusieurs collectivités d'ailleurs, hein, pas simplement le Grand Chalon, on est bien d'accord là-dessus. Mais néanmoins, c'était un dossier qui a été porté par l'agglomération, qui, entre parenthèses, a quand même permis que les habitants des Claires-Logis et du stade Fontainebleau voient les nuisances des passages de centaines de camions chaque jour pratiquement réduite à rien, puisque maintenant il y a une nouvelle desserte pour aller sur la zone Sonéor. Et puis il y aura bientôt un échangeur autoroutier. On va laisser évidemment se passer l'enquête publique, mais la logique c'est que cet échangeur puisse s'ouvrir. Donc c'est un projet de développement économique. On a des entreprises qui viennent s'installer. On a reçu, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, une industrie qui est venue s'installer sur le territoire de Sonéor. On a une nouvelle entreprise qui va arriver dans l'assistance web, qui va créer 300 emplois dans l'année 2020. Donc c'est un enjeu énorme. Si on veut donner de l'emploi à nos jeunes et à tout le monde sur le territoire, eh bien il faut vraiment accentuer sur cette zone-là. Donc ça c'est un enjeu majeur de notre programme. On veut vraiment que la zone Sonéor continue dans la dynamique qui est la sienne. Ça ne suffira pas, c'est pour ça qu'il y a un grand enjeu en complément d'enseignement supérieur. Nous accueillons plus de 2000 élèves aujourd'hui après les filières qui suivent le bac à Châlons. C'est l'IUT, c'est plein d'autres filières. Le Grand Chalon a d'ailleurs développé ses filières avec l'Université de Bourgogne dans ce mandat. On va aller plus loin, avoir 3000 jeunes accueillis parce que c'est aussi des places pour les jeunes de Châlons et du Chalonnais, parce que c'est quand même plus intéressant quand on le souhaite de rester chez soi et de trouver de l'emploi chez soi plutôt que d'aller à Paris, à Lyon ou ailleurs. Et en plus, très honnêtement, pour le prix des études, c'est bien mieux de pouvoir rester à Châlons et accueillir des étudiants parce que louer un appartement ou même quand on est ici, rester dans la famille encore quelques années, le temps de finir ses études, ça sera beaucoup moins onéreux que d'avoir à louer quelque chose à Paris ou dans des grandes villes, ce qui est hors de prix. Donc on y a vraiment un avantage. Donc l'économie et l'enseignement supérieur, à nos yeux, sont complètement liés. Alors une compétence également à l'échelon du Grand Chalon, c'est l'environnement. Oui. Il y a une montée en puissance apparemment du vote écologiste, hein, je prends avec beaucoup de prudence, oui, notamment dans les strates des villes un peu plus importantes que Châlons. Quelles seraient vos orientations déclinées tant au niveau de l'agglomération
qu'au niveau de Châlons par rapport à ces thèmes? Je pense aux pistes cyclables. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors vous avez raison de parler de Châlons, du Grand Châlons, parce que c'est vrai que si l'environnement est répertorié comme une compétence du Grand Châlons, en fait la ville a aussi énormément d'actions à mener en la matière. Quand on dit par exemple qu'on veut ouvrir 3 nouveaux jardins publics, c'est aussi étendre le périmètre de la nature en ville pour que tout le monde puisse en profiter. L'ambition, il y a eu un effort énorme qui a été fait en matière de développement de pistes cyclables dans ce mandat, plus important que les mandats précédents. Alors c'est pas assez, on est bien d'accord, mais on veut continuer et donc amplifier. L'idée c'est aussi, quand on parle de nature en ville, que tout le monde puisse s'approprier cette nature en ville. Créer des placettes de compostage collectif, créer des jardins collectifs. Ça, c'est une idée. Et vous voyez, j'étais encore à l'invitation d'une association sur l'île Saint-Laurent ce week-end, samedi, pour un loto. Je suis allé saluer les organisateurs. Et on m'a identifié un petit jardin à l'intérieur de l'ancienne école d'infirmières qui pourrait parfaitement constituer un jardin collectif en plein cœur de l'île Saint-Laurent. Donc ça, c'est du concret. Et puis, on a une autre idée. Alors, quelques villes ont commencé de la développer. On voudrait vraiment la développer sur Châlons. C'est créer ce qu'on appelle le permis de végétaliser. C'est quoi ? Vous êtes au pied de votre immeuble, vous avez envie de mettre un peu de verdure. Alors sans gêner la circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite, bien évidemment. Mais vous allez demander l'autorisation, comme un permis de construire quand vous voulez construire une maison ou la modifier, vous demanderez l'autorisation de pouvoir verdir un peu votre pied d'immeuble. Donc on fera ce qu'il faut, on mettra les petits aménagements, et du coup, sur la base de la volonté des habitants, c'est ça qui est important dans cette démarche-là, sur la base de la volonté des habitants, on pourra verdir le cadre de vie. Ça, c'est une innovation complète à Châlons. Il y a une autre innovation qui est d'ailleurs en cours en ce moment. J'incite Châlons TV à faire un reportage sur le sujet parce que c'est un sujet intéressant. À la rentrée de septembre dernier, j'avais pris l'engagement d'entamer la végétalisation des cours d'école. On a eu un épisode caniculaire dès le mois de juin qui nous a posé des gros problèmes pour le suivi des cours dans les écoles maternelles et primaires. Et donc on a dit il faut qu'on agisse parce qu'on aura répétition de ces phénomènes de forte chaleur. Donc végétaliser la cour, une partie de la cour, ça permet de baisser la température moyenne et donc y compris à l'intérieur des bâtiments parce qu'il y a moins de conséquences parce que le bitume, il n'y a pas plus chaud évidemment pour l'environnement scolaire. Et à côté de ça, ça permet de développer aussi des activités nature tout au long de l'année. Donc on a commencé, ça y est, il y a déjà 3 écoles qui font l'objet en ce moment d'un début de végétalisation pour être prêt l'été. Et on veut développer tout ce programme dans le cours du mandat pour que toutes les écoles soient en partie végétalisées. Ça, c'est du concret. Vous savez, vous avez parlé des préoccupations. Je pense que, est-ce qu'elles sont écologistes ? Ça serait un peu le côté un peu plus politique. Je pense que ce n'est pas l'écologie politique qui intéresse nos concitoyens, c'est le cadre de vie. Est-ce qu'il a vocation à devenir plus vert ? Oui. Je pourrais citer d'autres exemples. On veut créer un jardin temporaire chaque été sur la place de l'Hôtel de Ville, par exemple. Ça aussi, c'est une innovation. On ne va pas casser la place d'Hôtel de Ville, dans laquelle on a investi des millions et des millions il n'y a finalement pas si longtemps. Et même si ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais on ne va pas tout redéfaire. Par contre, on peut organiser l'été, la période chaude, un jardin éphémère. Et ça peut se faire sans casser l'équipement. Donc voilà, c'est ces touches-là, enfin, ce n'est pas que des touches, c'est aussi des gros investissements qui vont nous permettre de changer le visage de la ville sans préoccupation idéologique, mais vraiment dans le souci du cadre de vie des Châlonnaises et des Châlonnais. Vous parliez d'idéologie, je vais en faire quelques minutes. Durant ce mandat qui s'écoule, qui se termine, vous avez été un maire plutôt clivant sur 2 sujets. Vous n'avez pas reçu de ministre. Alors, c'est pas vrai, mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Et par rapport au plat de substitution, qui était un sujet national, enfin aussi national, oui, parce qu'il avait été imité quand même par certains maires, il faut dire. Oui. Des maires de Côte d'Or, de toute tendance. C'est vrai, c'est vrai. Alors, non, je n'ai pas refusé de recevoir tous les ministres. J'ai refusé de recevoir des ministres quand j'estimais que leur présence sur le terrain était dictée par des considérations qui étaient des considérations de communication et non pas de recherche de l'intérêt général. Ce n'est pas la même chose. Bon. Je prends l'exemple de la ministre de la Culture à un moment donné qui, après les graves attentats de Nice, était venue à Châlons pour parler de sécurité, alors que voilà, on pointait à ce moment-là des défaillances dans le dispositif niçois. Donc, je ne voulais pas jouer le jeu non plus de l'opération de communication du gouvernement. Ça, c'est ma responsabilité. En revanche, j'ai reçu 2 ministres récemment, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, quand elle est venue à la rencontre des agents, des personnels, des avocats au tribunal de Châlons. Je note d'ailleurs que cette rencontre aura abouti à ce que rien ne soit réglé sur le plan national vis-à-vis notamment des avocats. Et j'ai également reçu la ministre des Armées lorsqu'elle est venue visiter la base pétrolière interarmée. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Je ne blackliste pas les ministres, mais par contre, quand ils viennent avec de bons motifs
pour faire avancer les choses, mais c'est légitime que je les reçoive. Après, on n'est pas obligé de jouer non plus le jeu quand on sent que c'est une grosse opération de communication, voire de manipulation. Voilà. Sur la question des cantines, plus fondamentale, c'est vrai que ça a donné lieu à un débat national. J'ai des convictions en la matière, et d'ailleurs, je vous sais gré de rappeler que ces convictions ne sont pas d'un parti plus que d'un autre, puisqu'en réalité, ma décision de supprimer les plats de substitution dans les cantines était basée sur cette volonté que tous les enfants puissent être accueillis dans notre service public sans considération de leurs croyances religieuses et qu'on n'ait plus, parce que c'est quand même comme ça que les choses se passaient avant, on l'a un peu oublié, mais pour les besoins du service, quand vous avez 2 menus, ben vous aviez des tables avec des enfants qui prenaient le plat de substitution et les tables avec les autres. Alors si c'est ça le vivre ensemble, qu'on me l'explique. Donc la République est laïque, j'estime qu'elle n'a pas à faire de différence selon les opinions. Je respecte les opinions religieuses, que les choses soient bien claires là-dessus. Je les respecte, mais elles s'expriment dans un cadre qui n'est pas celui du service public. À la maison, pas de problème. Quand on est dans un service public comme les cantines scolaires, elles n'ont pas à s'exprimer. Pour autant, les enfants ont tous été accueillis. Ça fait maintenant 5 ans qu'on a supprimé les plats de substitution. Les enfants ont été accueillis. Quand ils ne veulent pas d'un plat, et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de savoir si c'est en fonction de leur religion ou parce qu'ils n'aiment pas tel plat à titre personnel, on leur donne davantage des autres plats et ils sortent sans avoir faim. Mais pourquoi j'ai pris cette décision? Parce qu'on n'a pas été, j'ai pas été tout seul à réfléchir dans mon coin. J'ai participé à une commission qui a été mise en place, un groupe de travail par l'Association des maires de France, coprésidée par d'ailleurs un autre bourguignon, qui n'est pas du tout de mes tendances politiques. Même si sur le plan local, vous savez, la droite et la gauche, il faut quand même relativiser. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à vraiment répondre aux besoins de nos concitoyens sans étiquette, parce que ça, franchement, ce n'est pas le débat. On a besoin des étiquettes sur le plan national, je suis d'accord là-dessus. Sur le plan local, on a aussi la possibilité de faire autre chose que de la politique politicienne. Toujours est-il que ce groupe de travail à l'Association des maires de France avait préconisé, dans un fameux document qui a été publié la même année, 2015, qu'il n'y ait plus de repas de substitution et qu'on n'y fasse plus référence parce que ce n'est pas une démarche de laïcité. Vous savez, on a besoin de trouver le moyen de nous rassembler. Le pays est divisé comme c'est jamais arrivé depuis très très longtemps dans son histoire. Eh bien, qu'on laisse la conviction religieuse non pas au vestiaire, elle reste dans le cœur de chacun, mais qu'elle ne s'impose pas dans le service public, c'est le principe de la laïcité. C'est pourquoi j'ai défendu cette conviction en prenant la décision que j'ai prise. Est-ce que dans le prochain mandat, si vous êtes réélu, oui, il y aura quelque chose de très important que vous souhaitez mettre en avant au niveau des réalisations? Écoutez, je voudrais peut-être insister sur un point, parce que c'est un souhait, je pense, assez largement répandu. On a entamé la rénovation des quais de Saône par le port Villiers, par le quai des Messageries. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui donne satisfaction à la population. Le port Villiers a vocation à vivre encore davantage. On a dit qu'on voulait installer des guinguettes, y compris l'hiver. Les guinguettes d'été sont un merveilleux moyen de profiter de la Saône. Et on veut, par une structure couverte, le faire également l'hiver. On veut créer une navette au départ du port Villiers pour relier les 2 rives de la Saône. Mais je pense que l'une des réalisations importantes, indépendamment de tout ce qu'on veut faire dans les quartiers, notre programme, vous l'avez sous les yeux, reprend beaucoup de thématiques dans l'ensemble des quartiers de Chalon-sur-Saône, c'est quand même finir l'aménagement des quais par le quai Gambetta. Ça, on a commencé déjà les études sur ce sujet-là. Et ensuite, le quai de la Poterne et le quai Sainte-Marie. Comme ça, vous aurez, depuis la Maison des Vins jusqu'à Saint-Rémy, avec tout ce que fait le Grand Chalon sur l'ancien site de Fraissinet, la Stève qui est en train d'être rénovée aussi, vous aurez des quais qui seront complètement refaits. Je pense que si on veut vraiment être en phase avec la vocation de notre ville, il faut qu'elle soit accrochée à sa rivière. Il faut que la ville et la Saône ne fassent qu'une. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et si les Chalonnais nous font confiance, et ben à la fin des 6 ans, on aura des quais complètement refaits sur Chalon. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Merci, monsieur Platret, candidat, tête de liste avant tout. Bien sûr. Bien d'autres sujets auraient pu être évoqués, je pense, au musée. Ah oui, bien sûr. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'évoquer ces autres thèmes qui sont repris dans vos réunions publiques, qui sont beaucoup fréquentées d'ailleurs, tant par des gens qui viennent vous soutenir que par des habitants qui s'adressent, j'ai plutôt l'impression, aux maires. Bien sûr, c'est normal. Et les réunions publiques, c'est des moyens vraiment d'échanger et de régler beaucoup de problèmes. Donc on le fait quand c'est possible. On règle les problèmes qui nous sont amenés lors de ces réunions-là, effectivement. Merci.